Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des perspectives pour l'industrie de l'investissement et de la gestion d'actifs et quels vont être les grands facteurs et les grandes tendances structurantes pour cette industrie en 2024 et au-delà. C'est un exercice de réflexion prospective auquel se livrent chaque année les équipes du groupe Mercer. Le résumé de la pensée Mercer pour 2024, c'est l'âge de l'agilité et c'est Boutros Thierry qui est à mes côtés pour en parler, directeur des investissements de Mercer France. Bonjour Boutros. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez nous expliquer effectivement ce qu'il y a derrière et ce qu'il y a à comprendre derrière cette notion d'agilité que vous mettez en avant comme étant le thème, le grand thème d'avenir à partir de cette année 2024. Un mot quand même du contexte dans lequel on évolue après 4 ans quasiment jour pour jour de chocs multiples, de polycrises comme les appellent les spécialistes, pandémie, guerre, des réponses de politique publique qui ont été incroyables, qu'on ne pouvait pas imaginer avant qu'elles aient été mises en place. La question était de savoir, est-ce que l'environnement global, macro, financier, allait pouvoir revenir à la normalité qui précédait ? La réponse est désormais assez affirmative, Boutros. C'est non. Non, oui. J'ai peur que vous disiez oui. Non, la réponse est définitive, non. Je voulais dire. Voilà, non. Et il y aura encore d'autres choses. C'est vrai qu'il y a un changement de régime. On s'était vu l'année dernière. Et c'est très bien qu'on se voit en mars aujourd'hui pour parler de perspectives. En général, c'est plutôt en janvier qu'on fait ce travail-là. On l'a fait nous aussi, bien entendu. Il y avait un consensus extrêmement fort en fin d'année dernière chez tout le monde de dire justement, on a changé de régime. On est maintenant un peu revenu comme une dizaine d'années en arrière, voire un peu plus avec des taux élevés. On voit bien que c'est pas aussi simple et on voit bien que le consensus extrêmement fort de baisse des taux qui avait été pricé par un peu tout le monde, il commence à être un peu revu, pas à l'inverse, mais il est considérablement fragilisé, oui. Il est assez fragilisé. J'écoutais l'échange que vous avez eu juste avant que je vienne ici. On voit bien que le marché est en retard, a du mal à anticiper. C'est assez flagrant. Tout le monde est pendu à des décisions macro, alors qui avaient été annoncées quand la Fed, la BCE avait parlé des baisses des taux, donc il y a eu un effet assez positif. Maintenant qu'il y a d'autres craintes qui arrivent, on voit bien que le marché est toujours en train d'attendre et ne sait pas quoi faire. Et tout dépendra d'autres critères que simplement la BCE, qui elle-même, la BCE ou la Fed, qui ne contrôle pas forcément tout. On va parler de l'inflation. Il y a un marché qui a du retard. La question quand même pour des investisseurs de long terme, c'est comment se détacher effectivement de la discussion passionnante qu'on a eue précédemment, à savoir combien y aura-t-il de baisse de taux, à partir de quand, est-ce que la Fed ira avant la BCE ou l'inverse, etc. Mais comment on se détache quand même de cette conversation permanente sur les marchés pour se projeter dans un monde ou un paradigme de marché qui va être différent et qui va nécessiter plus que jamais cette agilité. Donc j'aimerais bien qu'on explique ce concept d'agilité et derrière ça, comment est-ce que des investisseurs peuvent se projeter aujourd'hui sur le long terme ? Alors, bien entendu, dans l'infographie qui est montrée, on a différentes façons de répondre à la question que vous venez de poser en fonction de l'horizon d'investissement. Mais déjà, pour prendre un petit peu à plus court terme, ou en tout cas réexpliquer ce qui s'est passé en 2023, on parlait justement d'un changement de régime, remontée des taux, tout va bien, on fait tout comme avant, on reprend un cycle qui est assez classique de portage, de diversification entre les actions et les taux. On vient d'en parler, ce ne sera pas aussi simple. Ce changement de régime, on l'a vu de manière très concrète l'année dernière. On a eu une grosse phase, avec beaucoup de nos clients, de refonte de portefeuille, de refonte d'allocations stratégiques, où ce nouveau paradigme, certes de taux plus élevés comme il y avait auparavant, mais dans un marché qui globalement a complètement changé par rapport aux dernières phases de taux élevés, a nécessité de refondre les portefeuilles, se poser les questions d'allocation stratégique, comment on déploie ensuite ces actifs, reposer la question de l'actif versus le passif, en termes de gestion active-passive. Tout a été remis en cause. Et en 2023, on a participé à beaucoup de refontes de portefeuille. Il y a eu des alertes aussi chez certains acteurs, des assureurs. Il y a eu beaucoup d'alertes et quelques défauts. On ne parle pas encore de défaut sur le crédit, mais chez les assureurs, il y a eu des assureurs qui ont eu des problèmes de liquidité. Bien sûr. Donc ça, c'est révélateur du fait qu'il y a eu un changement extrêmement puissant en 2022, qui n'avait pas forcément été anticipé, et qu'il fallait déjà refondre ces portefeuilles. Et maintenant, on est aujourd'hui en train de les déployer.
et on les déploie sur d'autres thématiques. La façon dont on déploie et la façon dont on refond ces portefeuilles, c'est justement d'avoir un cap stratégique. Là où il y a très peu de certitudes à court terme et où il est difficile de construire des portefeuilles, si on peut construire des portefeuilles, c'est sur les certitudes qu'on a à long terme, sur des horizons assez divers. Ouais. Et c'est là où on déploie, nous, notre réflexion et nos thématiques avec les investisseurs avec lesquels on travaille. Ça m'intéresse, là, les réflexions de vos clients, parce que j'imagine que refondre des portefeuilles, des allocations stratégiques, on ne fait pas ça, justement, par définition, tous les 4 matins, Boutros. Non, on fait. Alors, il y a un travail d'allocation stratégique qui est fait chez tous les gros investisseurs de manière régulière, ça c'est tout à fait normal. Mais ce travail qu'on a fait l'année dernière sur des données de marché qui étaient totalement différentes a nécessité énormément d'analyses complémentaires et a eu des effets en termes de changement d'allocation et de façon de déployer les portefeuilles qui étaient énormes. La frontière efficiente s'est aplatie avec les taux qui sont remontés et la façon d'accéder au marché, les rapports de force sur le coût de l'argent ont changé. Donc il y a énormément de différences par rapport au travail qui était fait déjà les années précédentes. Et concrètement, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, je veux dire, quels sont, sur cette question d'accès au marché, d'accès à de nouveaux marchés, de nouvelles classes d'actifs, qu'est-ce qui change justement dans une allocation stratégique configurée pour un monde d'agilité là Alors, il y a différentes poches, bien entendu, qui sont regardées. On peut prendre un exemple sur le non-coté, par exemple. Ouais. Le non-coté, avant même la remontée des taux, avait déjà eu une phase, notamment en Europe, c'était déjà le cas aux États-Unis, de 10 ans, très bullish. D'essor. D'intégration dans les allocations. La question s'est posée de savoir si maintenant que les taux étaient remontés, qu'on avait du yield assez facilement, tout en ayant de la liquidité, on avait encore besoin des marchés non cotés. La réponse, en tout cas c'est la nôtre, c'est que c'est plus que nécessaire. Plus que jamais. Parce qu'il faut justement arrêter d'être dépendant des décisions des banques centrales, conserver un cap stratégique, conserver cette prime de liquidité et aller... par exemple, donner des réponses à toutes les autres questions qu'il y a sur les marchés, sur l'inflation. Quand on parle de dette privée, on va avoir des taux variables, donc on peut aussi s'affranchir de ce côté directionnel sur les taux. Et puis après, aller chercher des sources de croissance qui sont peu ou plus là sur les marchés, à part la tech, l'intelligence artificielle qui fait l'objet de débats et dont on peut parler parce qu'en fait, quand on regarde ce thème de l'intelligence artificielle avec un cap stratégique, et pas pour commenter à court terme si Nvidia va gagner ou perdre 10% le mois prochain, oui, c'est ça, voilà. On peut attaquer ce thème de manière très différente. Et c'est nécessaire de l'attaquer d'ailleurs de manière stratégique parce que timer l'entrée dans Nvidia, l'intelligence artificielle ou la tech de manière générale est très compliqué. Oui, bien sûr. Très compliqué. Bon. Court terme est toujours incertain, le moyen-long terme peut apporter un certain nombre de certitudes de ce point de vue-là, de cap, comme vous dites, Boutros. Quels sont les grands thèmes ou les grandes orientations sur lesquelles vous êtes assez convaincu effectivement que ce sont des opportunités d'investissement sur du moyen-long terme pour les clients ? Sur du moyen-long terme, dans toute la sphère du crédit, et du coup aussi bien listé que non coté, on pense qu'il y a un rapport de force qui a changé et des choses très intéressantes à faire d'un point de vue du rendement pur, mais aussi du point de vue de la capacité de ces classes d'actifs à répondre aux autres problématiques dont on a parlé, diversification, protection contre l'inflation et problématiques de volatilité, pour en citer 3. Donc ça, c'est un thème très important, phare, dont on parle. On a recommencé, alors nous, on suivait ça, mais on a recommencé à avoir des demandes de nos clients sur les hedge funds, par exemple, qui étaient une classe d'actifs, ou en tout cas un segment de stratégie qui avait été délaissé pendant pratiquement 10 ans, à cause de la puissance des banques centrales, qui faisait que le long only était gagnant à tous les coups. Donc on a des demandes maintenant de clients qui veulent nous faire travailler aussi sur le hedge fund. Donc on avait de la recherche et on continue à les déployer parce que ces stratégies-là peuvent apporter des choses très intéressantes. Et puis, à plus long terme, pour citer justement d'autres choses, la notion de méga tendance, thématique tech, bien entendu. Alors, c'est pas nouveau, c'est pas seulement cette année que nous, Mercer, on décide de s'intéresser à ça. On le disait déjà les années précédentes. Mais ça se diffuse, ça se déploie, ça se densifie, Et surtout, dans la façon de construire les allocations à la tech, c'est pas simplement acheter un indice tech ETF ou aller chercher une gestion active. Quelques statistiques.
sur 10 ans, 5 et 10 ans, le seul secteur qui a surperformé les MSCI World, le seul, c'est la tech. Ça veut dire que tous les autres secteurs ont été sous-performants. Ouais. Donc la tech a drivé finalement la performance du MSCI World et des marchés actions de manière générale, bien entendu très fortement aux actions sur les US. Mais quand on regarde ça, on se dit qu'il ne faut pas avoir une vue directionnelle unique sur la façon d'intégrer ce facteur tech. Il faut aller de manière fine dans les sous-ensembles. La tech, c'est trop large au final. Et peut-être que de nouveau, le non-coté permet d'aller plus finement, granulairement. Plus granulairement, et éviter ces effets de yo-yo qu'on aura sur les valos et le price earning des grosses tech large cap. Bon. Ça veut dire quand même l'idée agilité et donc une gestion beaucoup plus active ou proactive, quelles que soient les classes d'actifs. Ouais. Ça, c'est une certitude pour vous, Boutros. Oui. Moi, je regarde la part toujours des flux ETF, notamment sur les marchés actions. C'est sûr que ça donne l'image quand même d'une gestion passive qui est un rouleau compresseur que rien n'arrête. Oui, et puis qui a un effet d'entraînement. Et en plus, un effet boule de neige. Sur complètement. Des accélérations. Mais ça, c'est une vision parcellaire, vous dites. Sur les ETF ? Non, oui, je regarde ça sur la partie action côté. Mais quand vous avez l'univers que vous avez décrit, la gestion active, elle se retrouve de manière la gestion présente. Active, sans être trop unilatéral dans la réponse, pour nous, c'est d'abord dans nos côtés. Là, on fait vraiment de la gestion active parce qu'on n'est pas benchmarké, on va transformer les sociétés. Ouais. Sur le côté, pour reprendre l'exemple de la tech, les gérants, il y a beaucoup de gérants qui ont créé des fonds thématiques sur la tech et qui se comparent au MSCI World. Le MSCI World a été battu 10% par an sur les 10 dernières années par le secteur tech. Donc si jamais j'achetais du secteur tech, j'avais quand même beaucoup de chances de surperformer mon indice. Donc il faut que ces fonds-là se benchmarkent aux indices tech pour savoir ce qu'ils apportent par rapport à ça. L'alpha qu'ils génèrent. Le vrai alpha, c'est par rapport aux indices tech. Vous avez raison. C'est une autre façon de dire que la gestion active a bien entendu des choses à faire aujourd'hui dans un monde où il y a beaucoup de disruption, de volatilité, mais qu'il va falloir vérifier comment cette alpha est créée et pas être actif pour être actif. Si j'achète de la tech, je suis actif par rapport aux actions blend, mais je suis peut-être finalement pas très différenciant par rapport à ce que me donne le marché de la tech. Merci beaucoup Boutros, merci pour cet éclairage autour du thème de l'agilité. C'était la réflexion qui a conduit votre exercice annuel de prospection et de prévision chez Mercer. Boutros Thierry, directeur des investissements de Mercer France, était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.